Bon, nous reprenons cet après-midi de colloque avec posé du professeur Pierre Cartier. Si le titre n'a pas changé depuis hier, comme il le suggérait, ce sera Matroïde et géométrie combinatoire. Je lui passe tout de suite la parole. Merci. Bon, d'abord, je dois une excuse terminologique. Le mot matroïde est horrible et ça aurait pu contribuer à me détourner de ça. Bon, il y a d'autres mots qui sont pas beaucoup mieux, groupoïde, monoïde, tout ça. Je sais pas pourquoi on a inventé ces mots-là. Il y a de quoi. C'est un peu, ça pourrait faire peur. Bon. Alors bon, le mot de matroïde n'est pas utilisé par Rota lui-même, qui parle dans son livre de Rota et Crapaud de pré-géométrie, mais bon, aujourd'hui tout le monde utilise le mot matroïde, donc je ne vais pas changer l'usage. Bon, alors bon, il y a un livre de Rota et Crapaud qui explicite toutes ces notions-là, avec un grand luxe d'équivalence de 36 axiomatiques différentes pour le même objet. Bon, je ne vais pas ici le faire. Je prendrai une des définitions. Bon, là, c'est un peu arbitraire, là, celle qu'on prend. Celle que je prends a des avantages parce qu'elle peut se généraliser. Et c'est ce qui est fait, par exemple, dans un livre de Guelfond et ses collaborateurs, où ils définissent des matroïdes un peu plus généraux que ceux qu'on considère. Et donc, il faut. Et puis alors bon, donc j'ai aussi j'ai écrit il y a un bon nombre d'années. C'est en 1980, décembre 1980, un rapport pour le séminaire Bourbaki qui rendait compte de ce qui était connu à l'époque et avec les divers aspects, surtout une grande insistance sur les aspects géométriques. Bon, donc là, si vous voulez vraiment des détails techniques qui sont contenus dans ce rapport, qui n'a pas beaucoup vieilli. Je l'ai relu, il n'a pas beaucoup vieilli, c'est-à-dire que la partie que je développe était stable. Bon, il y a eu des développements ultérieurs, mais bon, c'est pas dont je ne rends pas compte évidemment. Mais la partie que je décrivais est restée stable. Bon, donc alors, ce qu'il faut, c'est que je voudrais d'abord décrire ce qui est la stratégie mathématique de Rota mise en œuvre dans ce sujet, mais à mon avis, ça peut servir de modèle pour diverses théories développées par Rota. Et alors là, bon, je ne ferai pas l'analyse philosophique qui essaierait d'appuyer les traits que je vais déterminer pour la stratégie mathématique, les appuyer sur ses visions philosophiques. Bon, je laisse ça à des gens plus experts que moi en philosophie, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est très très raisonné et très structuré. Bon. Alors, en gros, sa stratégie mathématique, j'y vois 4 moments. D'abord, déceler une idée simple. Et comme on verra tout à l'heure, je prendrai la notion d'additivité comme notion simple. Le deuxième temps, donc le premier, c'est de déceler une idée simple. Le deuxième temps, c'est d'en voir le caractère universel, c'est-à-dire d'être capable de détecter un grand nombre d'applications où cette idée apparaît naturellement. C'est important qu'elle apparaisse naturellement. Bon, je donnerai tout à l'heure un exemple où elle est moins visible à premier abord, mais en fait, si on réfléchit au fondement, c'est ce que a été dit hier sur l'algèbre de Rota-Baxter, et c'est une autre application. Alors, le troisième temps, c'est une expression algébrique adéquate. Et comme on va voir dans l'exemple que je vais donner, une formule simple, mais qui est vraiment une représentation adéquate et qui permet de multiples variations. Et enfin, le dernier moment, c'est un support géométrique. Et idéalement, dans les développements que fait Rota, on devrait à chaque étape pouvoir mettre face à face une formule algébrique et une figure géométrique. Et le développement algébrique ne faisant que calquer très très fidèlement une série de transformations géométriques. Bien sûr que ça c'est l'idéal, ça ne veut pas dire qu'on le réalise à chaque fois, mais enfin c'est visiblement le modèle épistémologique de Rota dans ce qu'il fait là. Donc, je répète, une idée simple, vérifier son caractère universel, une expression algébrique adéquate et un support géométrique qui donne à la limite, je veux dire, une évidence visuelle
à ce qui est évidemment plus conceptuel. Bon, alors, je vais prendre comme thème fédérateur un de ceux qu'il a d'ailleurs développé dans ses leçons, pas dans son gros cours de probabilité, mais dans un petit fascicule où il est question de probabilité, de la notion d'additivité. Au fait, moi, je n'ai pas de biographie complète, de bibliographie complète de Rota. Je ne sais pas s'il en existe déjà une. Enfin bon. Oui, oui, il en existe. Bon, d'accord, merci. Bon, alors, l'additivité. Alors, c'est quelque chose de très simple. Bon, c'est la traduction ensembliste de la notion d'addition. Qu'est-ce que ça veut dire addition? Qu'est-ce que ça veut dire additionner 3 et 4? Ça veut dire prendre 3 pommes d'un côté, 4 pommes de l'autre et les mettre ensemble, ça fait 3 plus 4 pommes, 7 pommes. Bon. Alors, c'est un peu plus abstraitement, donc on a deux collections finies, une que j'appelle A, l'autre que j'appelle B, et je les réunis. Et je veux compter le nombre d'éléments dans la réunion. Bon, alors, il y a une règle simple, c'est que si A et B n'ont pas de partie commune, eh bien, la réunion a pour cardinal, comme on dit, ou bon, la somme, ou le nombre d'éléments, la somme de A et la somme de B. Mais, du point de vue de l'algèbre, il y a une petite réticence, il y a une petite réserve qui est ennuyeuse. J'ai dit, si A et B ne se rencontrent pas, alors. Bon, c'est pas une formule purement algébrique. C'est un mélange d'une condition logique, si A et B ne se rencontrent pas, alors, et d'une formule. Bon, alors on a envie, bon, si on veut faire quelque chose de plus algébrique, on a envie de quelque chose qui est purement une formule d'algèbre, et ça, on peut s'inspirer de ce qu'a fait Boole, par exemple. Le Boole est le premier à avoir vraiment formulé ces choses-là. Alors, bon, la règle, c'est la suivante, je l'écris. Alors, la formule symbolique, c'est A union B plus A inter B égale A plus B. Alors, ma convention, c'est que si je désigne une collection, un ensemble fini par A entre deux bases, c'est le nombre d'éléments, ce qu'on appelle le cardinal. Il y a plusieurs notations possibles. Bon, vous savez que souvent, les anglo-saxons écrivent ça comme ça. Bon, il y a d'autres notations. Bon, j'emploie celle-là qui a l'avantage d'être relativement neutre et de se transférer à d'autres situations par analogie, sans conséquence, sans changement. Bon, alors, quel est le sens de cette formule? Bon, si A et B ne se rencontrent pas, ce terme-là manque. Donc, on a bien ce que j'ai dit. Mais, maintenant, pourquoi est-ce que cette formule est en général? Parce qu'il y a deux cas à considérer. Si je prends un élément qui est à la fois dans A et dans B, ici, il est compté deux fois. Une fois ici, une fois là. Il est compté deux fois ici, une fois là. Par contre, un élément qui n'est que dans A, mais pas dans B, ou dans B, mais pas dans A, il est compté une fois ici, par là, une fois, et par là. Donc, 1 plus 0 égale 1 plus 0, et 1 plus 1 égale 2. Donc, voilà, cette formule, elle n'a pas de clause logique. Si A et B sont donnés, on a ça. Alors maintenant, voilà la formule qui va nous servir de guide. Et en suivant d'ailleurs ce que fait Rota lui-même. Alors maintenant, le point, c'est que il y a un certain nombre d'incarnations. Alors pour voir quelque chose de complet du point de vue algébrique, il faut que j'ajoute, et ça retendra tout, que si A est vide, c'est-à-dire j'écris comme ça, le nombre d'éléments de vide, c'est 0. Bon, c'est la relation bien connue entre l'absence et le 0. C'est la signification fondamentale du 0. Bon, alors maintenant, si je mets ces deux formules-là, après, je peux faire du calcul purement algébrique. Mais il est commode de l'appuyer sur, évidemment, une représentation géométrique. Alors, dans ce cas-là, la représentation géométrique est bien connue. C'est les diagrammes de Venn, A ici, B ici, ici l'intersection, et le tout, c'est la réunion. Bon, le diagramme de Venn, qui donne un support géométrique. Et le raisonnement intuitif que je faisais tout à l'heure là, sur cette formule, bon, on le voit bien, il y a des éléments qui apparaissent deux fois, il y a des éléments qui apparaissent une fois. On le voit immédiatement. Bon, alors maintenant, on va voir des incarnations de cette formule. Alors, la plus simple, celle qui est chez Boole déjà, à peu près sous cette forme-là, c'est le calcul des probabilités.
Alors, si A maintenant représente un certain événement, une certaine relation ou une certaine possibilité, ce que j'ai désigné par A entre deux barres, c'est maintenant la probabilité. Alors, le fait qu'elle est contenue entre 0 et 1 ne joue pas de rôle dans ces calculs algébriques. Et naturellement, il faut savoir l'interprétation que Boole connaissait parfaitement, que ce que nous appelons la réunion, ça veut dire c'est le et non disjonctif, ou c'est le ou non disjonctif, c'est A ou B ou les deux. Et puis l'intersection, c'est le et logique, Donc la transformation est parfaitement syntaxique, c'est ça qui est important, la transformation est syntaxique entre cet énoncé-là et un énoncé de probabilité. Bon, je vous rappelle que on ne voit pas toujours que Boole, en fait, sa grande préoccupation, ça n'était pas la logique, c'était le calcul des opérateurs. Et quand Boole écrit, par exemple, la conjonction sous la forme intersection A produit B, pour lui, ça veut dire la chose suivante. C'est comme ça qu'il l'interprète. Qu'est-ce que c'est que A égale vert, par exemple? Vert, c'est le prédicat vert. Le prédicat vert est conçu comme un opérateur qui, dans un univers pas très déterminé, l'univers du discours, sélectionne uniquement les objets verts. Le prédicat rouge fait la même chose, et quand je fais vert multiplié par rouge, ça veut dire que je fais d'abord la sélection des éléments verts, le premier opérateur, et puis une fois sur le résultat, je ne sélectionne que ceux qui sont aussi rouges à la fois. Bon. Donc ce serait vert et rouge, il faut admettre qu'ils ont plusieurs couleurs possibles. Bon. Donc en fait, l'intersection que nous voyons comme une intersection, c'est un produit d'opérateurs. Et du coup, alors que l'intersection, qu'elle soit symétrique AB et BA, c'est la même chose, ça l'est beaucoup moins du point de vue opérateur, et c'est pour lui fondamental que l'opérateur de sélection des A, prenons pas une autre couleur, et les grands, par exemple, les A et les grands A, ce sont deux opérateurs, et l'autre des opérations est indifférent, ça commute. Et Boole insiste beaucoup là-dessus. Je vous rappelle aussi que Boole a écrit un livre sur le calcul des différences, et un livre sur le calcul des équations différentielles, qui sont absolument fantastiques, ces deux livres, et qui en fait, avec un tout petit peu de rétrospective, dit qu'il connaissait la notion, ce qu'on appelle aujourd'hui algèbre de Weil ou des modules. Et il y a en particulier un commentaire extraordinaire quelque part. Il résout une équation différentielle du type hypergéométrique, et il introduit deux opérateurs, delta et x, qui satisfont une relation de commutation que c'est pas la peine de répéter. Et alors, il fait un calcul, il a réduit ça à une forme symbolique, parce que c'est ça l'important chez lui, c'est le symbolisme chez Boole. Et il dit, maintenant j'arrive à une certaine équation symbolique entre mes opérateurs, je veux trouver des solutions, c'est pas la peine de me fatiguer. Dans mon livre précédent sur les équations différences finies, j'avais trouvé la même équation avec des interprétations différentes des opérateurs, mais l'algèbre était la même. Donc, pas la peine de recommencer. Alors, je sais bien que monsieur Laplace et que monsieur Méline ont des transformations qui permettent de ramener l'un à l'autre, mais ça n'est pas la peine de le faire. Ça n'est pas la peine de le faire puisque le format algébrique est le même des deux côtés, donc je peux le calculer. Tout ça est tout à fait dans l'esprit de Rota. Je ne m'écarte pas du tout de Rota en prenant cette perspective-là. Donc, voilà. Donc, les probabilités. Un autre domaine où les choses vont se produire de la manière analogue, c'est que maintenant, au lieu d'avoir un ensemble fini et de compter simplement les éléments, je vais prendre une portion de l'espace, par exemple, ou du plan ou de l'espace à 3 dimensions, et si je suis dans le plan, je vais prendre l'air, A entre deux barres, ça veut dire l'air du domaine A, et dans l'espace à 3 dimensions, ça veut dire son volume. Alors là, c'est une formule fondamentale du volume, celle que j'ai écrite au tableau, interpréter ça en volume ou en probabilité, dans les deux cas, c'est vrai. Et bien sûr, on peut se ramener au cas dont j'étais parti. Si, par exemple, les deux corps n'ont pas de partie commune, leur volume s'ajoute. C'est souvent sous cette forme-là qu'on formule, mais comme je l'ai répété, c'est plus commode ici. Alors le calcul des volumes, ça nous amène au troisième problème de Hilbert. Troisième problème de Hilbert, qui était le suivant, la théorie des volumes. Alors, ce qui troublait
Hilbert, et ce qu'avaient trouvé beaucoup de gens avant lui, c'est le calcul du volume de la pyramide par Archimède. Bon. Alors, d'abord à 2 dimensions, que dans un triangle, pour calculer l'aire d'un triangle, il suffit de prendre la longueur de la base et de multiplier par la hauteur et de diviser par 2, ça c'est de la combinatoire. Parce que un triangle, c'est la moitié d'un parallélogramme, etc., etc. Bon, on fait des figures élémentaires qu'on peut présenter à un enfant de 6 à 7 ans, comme dirait Groucho Marx, amenez-moi un enfant de 6 ans. Donc, des figures qu'on peut montrer à des enfants de 6 à 7 ans. J'ai fait l'expérience devant ma petite fille qui a un peu plus de 7 ans. Bon, elle comprenait parfaitement le raisonnement. Bon. Donc, comment on calcule une aire d'un triangle? C'est la moitié d'un parallélogramme, et un parallélogramme, on déplace une partie par une autre pour avoir un rectangle. Donc, on ramène tout au rectangle. Bon, alors, à 3 dimensions, on sait bien que la grande découverte d'Archimède, enfin une des grandes découvertes d'Archimède, c'est qu'il faut multiplier pour une pyramide la surface de la base, l'aire de la base, par la hauteur est divisée par 3. Bon, alors ce 3 rapproché au 1,5, bon, quand on connaît le calcul intégral et ce qu'on appelait la formule de Dupin autrefois, le 1,5 c'est parce que c'est l'intégrale de x dx entre 0 et 1, le 1 tiers c'est l'intégrale de x carré dx, etc. Bon, si on a les rudiments du calcul intégral, c'est facile de comprendre le 1,5 et le 1 tiers. Mais peut-on le comprendre de manière plus élémentaire? J'ai dit dans le cas du plan, par des manipulations simples de puzzle, de découpage, on peut justifier le 1,5. À 3 dimensions, est-ce que la question posée par Hilbert, est-ce qu'une méthode analogue de puzzle, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'admets comme principe? Cette formule d'addition des volumes, un principe qui distingue le discret du continu, c'est que si on a une surface plane ou si on a une surface, son volume est nul. C'est-à-dire que si je suis un objet qui a une dimension trop petite, ça ne compte pas dans les volumes. Bon, si j'ai deux demi-sphères, je les mets l'une à l'autre. Bon, la partie commune qui est un disque, elle n'a pas de volume. Enfin, ou simplement deux segments qui se coupent, l'intersection n'a pas de longueur. Bon, c'est bien connu depuis Euclide. Bon, alors donc, il y a ce problème-là. Et est-ce qu'on peut fonder une théorie des volumes à 3 dimensions sur ces simples principes combinatoires, additivité, déplacement, etc. Enfin, quelques principes qui s'énoncent très facilement. Hilbert pensait que non. Et d'ailleurs, bon, la démonstration qui était classique, que j'ai encore subie quand j'étais en première, qui est due essentiellement à Legendre et au traité de géométrie de Legendre, c'était un escalier du diable. Enfin bon, il y a un passage à la limite, dit explicitement ou implicitement, qu'on a un peu de mal à justifier au niveau, disons, d'une classe de première, mais qui ensuite est parfaitement justifié. C'est le principe. Archimède le formule à l'intérieur du cadre de Dox, par le calcul doxien, d'accord? Mais bon, il y a un passage à la limite. Et a-t-on besoin de ce passage à la limite? Hilbert pensait que oui, mais sans pouvoir l'affirmer. Et alors, ce qui est pour l'histoire, c'est étonnant parce que quand Hilbert a formulé ce problème en 1900, il ne savait pas qu'il y avait, comment il s'appelle, un professeur de spécial qui avait énoncé, comment il s'appelle, j'oublie son nom, qui avait, dans le journal de spécial, avait formulé ça dès 1898 et donné un contre-exemple, c'est-à-dire donner un contre-exemple essentiellement d'un cube d'un certain volume et d'un tétraèdre régulier du même volume, et on ne peut pas montrer qu'ils ont le même volume par un argument géométrique simple de découpage et déplacement. Bon. Et parce qu'il y a un troisième invariant qu'on appelle l'invariant de Dehn, bon, qui fait intervenir les angles et qui est irréductible. Mais bon, l'argument est relativement subtil et repose sur des théorèmes qui ne sont pas évidents, que cosinus de 2π sur 5 est un nombre transcendant, enfin, est un nombre algébrique, pardon, mais pas rationnel. Bon, c'est pas du transcendant, c'est de l'algébrique et pas du rationnel. Donc, c'est pas évident. Bon, alors, le troisième problème. Et alors, ensuite, bon, l'histoire est très longue, je vais pas la répéter en détail, mais disons que dès le départ, on s'aperçoit des limites de l'approche, c'est ce que je voulais dire, c'est les limites de l'approche algébrique que je donne là. Alors, cette approche algébrique, elle a de grands avantages, justement, elle remplit le deuxième critère de la stratégie de Rota, son caractère universel. Je viens déjà de donner 2 exemples qui, a priori, bon, ils sont le même, si on y réfléchit en profondeur, c'est le même concept qui est derrière, mais ils apparaissent très, très différents. Bon, alors voilà donc deux domaines, mais il y en a un troisième que je vais développer, et qui est développé par Rota, dans son petit livre, c'est
la caractéristique de l'air Poincaré des variétés. Bon, alors la caractéristique de l'air Poincaré, elle commence avec Euler, dans les années, je ne sais plus les dates exactes. En fait, elle commence avec Descartes, mais bon, mais c'est un peu compliqué. L'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Descartes, elle est compliquée, c'est lié au fait que les archives de Descartes sont tombées au fond du port de Gennevilliers, etc. Et il y a Leibniz qui joue un rôle là-dedans. Enfin bon, c'est une histoire absolument fascinante, mais qui est un peu trop hors sujet. Donc, la remarque de Euler, c'est que dans un polyèdre, il lui disait régulier, dans un polyèdre régulier, si on compte le nombre des sommets, qu'on y ajoute le nombre des faces, et qu'on retranche le nombre des arêtes, on trouve toujours 2. Et d'ailleurs, bon, c'est comme ça qu'on peut justifier la classification des polyèdres réguliers, parce que, bon, il y a deux caractéristiques importantes d'un polyèdre régulier, c'est le nombre de côtés de chaque face et le nombre d'arêtes qui sortent d'un sommet. P et Q. Bon, et alors il y a une petite identité que 1 sur P plus 1 sur Q doit être plus grand que 1,5, qui découle de la formule de l'air, en comptant les sommets, les arêtes et les faces. Et après, c'est un petit exercice arithmétique. Trouver tous les couples PQ, tels que 1 sur P d'entier, tels que 1 sur P plus 1 sur Q plus grand que 1,5, et on trouve miraculeusement la classification. Il y a d'autres méthodes pour faire la classification, celle-là est la plus économique. Il y en a une autre avec la théorie des groupes, mais elle est moins économique. Bon, donc il y avait, alors voilà, donc Euler découvre, puis ensuite Poincaré a généralisé ça, et c'est là-dessus dont je vais parler. On a la caractéristique d'Euler Poincaré. Bon, alors il y a une incise à faire, c'est que sur l'histoire de la topologie. Bon, je vais pas revenir à Euler, le problème des 7 ponts de Königsberg. Bon, mais visiblement, la topologie a commencé, les prémices, c'était de la combinatoire. Quand Poincaré, au début du XXe siècle, développe les premiers rudiments de la topologie combinatoire, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il fait de la combinatoire. Par exemple, il va définir les nombres de Betti. J'ai jamais su si Betti les avait vraiment définis, mais enfin, tout le monde dit nombre de Betti. Mais c'est des invariants numériques associés à une situation géométrique. Et il donne des méthodes combinatoires pour les identifier, je vais en dire quelques mots. Et puis, vers 1925, Mademoiselle Noether, Fräulein Noether, dit, mais attention, ces nombres de bêtises, ça n'est pas autre chose que la dimension d'un certain groupe, que je vais appeler groupe d'homologie ou groupe de cohomologie, ou qu'on appelle plutôt groupe de Betti aujourd'hui. Bon. Et, bon, alors, au lieu de considérer un simple invariant numérique, elle considère quelque chose qui apparaît plus subtil, un certain groupe, et bien sûr, on a des propriétés des groupes qui sont plus subtiles que simplement compter leur rang ou leur nombre d'éléments. Bon, et ensuite, la topologie est devenue algébrique. Bon, quand j'ai appris la topologie dans les années 50 sous la férule de Cartan et d'Eilenberg, bien sûr, bon, pas question de parler de topologie combinatoire. Il fallait faire de la topologie algébrique, associée aux situations géométriques des invariants qui étaient des groupes, des anneaux, des choses comme ça, enfin de la vraie algèbre au sens de l'algèbre du milieu du XXe siècle. Bon, et puis en fait, les choses ont continué à évoluer. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a un retour très évident de la topologie aujourd'hui. Bon, ça s'appelle méthode simpliciale, ça s'appelle motif, etc. Où le point de vue combinatoire a refait totalement surface. Et pourquoi? En fait, sous l'influence de Grothendieck, qui a développé des quantités de théories d'homologie parallèles. Bon, alors ces théories d'homologie ont les mêmes invariants numériques. Bon, tout au moins on l'espère, l'indépendance de L, c'est pas encore prouvé, mais enfin on l'espère, mais les groupes qui apparaissent, les anneaux qui apparaissent sont très très différents. Mais justement, pourquoi est-ce que les invariants numériques, eux, restent les mêmes? C'est parce que le calcul de ces invariants numériques dépend d'arguments purement combinatoires et pas algébriques. Et donc il y a un double jeu constant entre la combinatoire et l'algèbre proprement dite, qui est encore totalement d'actualité. Une des idées phares de Grothendieck avec ses motifs, inspiré par sa philosophie bouddhiste d'ailleurs, c'est très très clair, c'est que
on a un espace et un espace qui a une certaine cohomologie, bon, c'est un invariant algébrique assez compliqué, mais une partie de cet invariant pourrait être portée par une partie de l'espace, ce qu'on appelle, bon, on peut factoriser le motif en deux, mais là, c'est comme la transmigration des âmes. On peut prendre l'âme d'un cheval, un morceau de l'âme d'un cheval, la transférer dans un bodhisattva, par exemple, etc. Donc, l'idée phare de Grothendieck, c'est que les espaces qu'on a peuvent se factoriser de manière assez subtile, et les morceaux peuvent, autrement dit, ce sont des molécules qui ont des atomes, mais ensuite on peut faire de la chimie, réarranger les atomes autrement pour avoir un autre espace. Bon, et alors ça, visiblement, on est totalement dans la combinatoire. Et la chimie élémentaire est aussi de ce niveau-là, bien sûr. On combine des atomes pour faire des molécules. Bon, personne, évidemment, ne croit plus à un modèle aussi simple, bien entendu. Et ça, il a ses limites. N'empêche que pour enseigner la chimie élémentaire, CO2, c'est bien commode. Donc, voilà. Donc, il y a alors, justement, la caractéristique de l'air Poincaré. Rota insiste beaucoup sur le fait qu'elle rentre tout à fait dans ce schéma-là. C'est-à-dire que si vous mettez, alors, maintenant, à chaque espace, positif ou négatif, ou même zéro, bon, mais il y a deux propriétés. D'abord, trois propriétés. Si je pars de l'ensemble vide, je trouve zéro. Bon, ça c'est une convention. Et puis il y a une propriété tout à fait analogue à celle-là. Je remplace les doubles barres par qui de AB, etc. C'est exactement la même propriété. Et il y a une dernière propriété, pour normaliser les choses, que si je prends un objet de cette forme-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cellule fermée, disons, prenons l'intérieur d'un cercle, le disque fermé, prenons à deux dimensions, prenons l'intérieur, un intervalle, enfin l'intérieur et le bord, pardon, un intervalle, à trois dimensions, prenons l'intérieur et le bord d'une sphère. Tout ça, ce qu'on appelle des cellules, enfin des cellules. Bon, pour tous ces objets-là, la caractéristique vaut 1. C'est une condition de normalisation. Bon, alors ce qui est facile de voir, c'est que pour tous les, en pratique, d'abord, si je me donne un espace un petit peu standard, je vais pouvoir calculer sa caractéristique de l'époque en me servant uniquement de ces règles-là. Et puis ensuite, et en particulier, on n'a pas ça, mais ça redonne les autres définitions possibles, plus sophistiquées, en parlant de groupes d'homologie. Par exemple, la première démonstration, c'est la suivante. Comment est-ce que je vais calculer la caractéristique d'un cercle? Ben, je découpe mon cercle en deux demi-cercles. Alors, A, c'est le demi-cercle supérieur, B, le demi-cercle inférieur. Et les demi-cercles comprennent leurs bords. Il faut que ce soit des ensembles fermés. L'avantage aussi de cette formulation, c'est que si A et B sont fermés, dans cette formule-là, tout est fermé. Il n'y a pas à passer par des choses plus compliquées. Bon, alors maintenant, le au-dessus, j'ai A. B, c'est le même, bien sûr, c'est évidemment le même. Donc, j'ai deux fois... alors, et en plus, chaque morceau est de ce type-là. Donc, j'ai un ici, un là. Et maintenant, j'ai pour l'intersection, alors l'intersection, ben, il y a 2 points, et on répète, alors bon, par analogie, ce qui est sur un point, donc c'est 1 et 1, et on s'aperçoit dans cette formule-là qu'il faut faire la différence 1 plus 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Bon. Alors, c'est le point de départ. On peut être un petit peu plus savant et généralisé. Si j'ai une sphère dans l'espace à 3 dimensions, je vais faire la même chose. Je vais la couper en 2 hémisphères. Les 2 hémisphères, enfin, si je mets le bord des 2 hémisphères, c'est de ce type-là. Donc, ça me fait 1 plus pour l'hémisphère supérieur, 1 pour l'hémisphère intérieur. C'est ça et ça. Et puis maintenant, pour ce qui est l'équateur commun, je viens de le calculer, c'est 0. Donc, 1 plus 1 moins 0, ça fait 2. Alors, donc, pour une sphère à 0 dimension, une sphère à 0 dimension, c'est 2 points. Voyez-vous. X2 égale 1. Donc, X égale plus ou moins 1. X2 plus Y2 égale 1, c'est sec, etc. Donc, pour une sphère à 0 dimension, j'ai 2. Pour une sphère à 1 dimension, j'ai 0. Pour une sphère à 3 dimensions, une sphère à 1 dimension, j'ai 0. Ensuite 2.
Et en fait, on voit facilement par généralisant ce raisonnement que ça alterne 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Bon. Alors, ensuite, bon, on peut faire des raisonnements analogues. Par exemple, on peut faire un cylindre comme ça. Alors, un cylindre, bon, on peut faire des raisonnements analogues. Il y a un petit peu plus savant, c'est que je vais ajouter une formule qui n'est pas dans mon formulaire avant. C'est que si je fais le produit cartésien, ça se multiplie. Donc, miracle, j'ai à la fois une addition et une multiplication. Et d'ailleurs, bon, quand on est savant, on se dit que si on a des objets, et c'est tout à fait dans l'esprit Rota, si on a des objets géométriques qu'on peut additionner d'une manière raisonnable et multiplier d'une manière raisonnable, on peut fabriquer un anneau, c'est la construction du groupe de Grothendieck ou de l'anneau de Grothendieck, c'est-à-dire que, bon, on se sert uniquement des propriétés formelles, et au lieu de raisonner et de dire qui de x c'est un nombre, on va dire c'est un symbole algébrique abstrait, soumis simplement aux règles qui est là. Alors, petit miracle, l'objet abstrait qu'on construit là, c'est-à-dire le réceptacle de la caractéristique de l'air Poincaré, miraculeusement, se trouve être égal à l'anneau des entiers, c'est-à-dire qu'en fait, on prétend raisonner sur un symbole abstrait, et en fait, on ne raisonne que sur des entiers. Et ça, c'est tout c'est dans la stratégie algébrique et géométrique contemporaine, cette construction de groupes de Grothendieck, cette identification, c'est une stratégie absolument universelle. Et tout ça est tout à fait dans la manière de procéder de Rota. Bon, et d'ailleurs, il y a un anneau de Tutte-Rota qui intervient un peu plus tard, qui est tout à fait suivant ces méthodes-là. Donc voilà. Alors bon, par exemple, je vais vous montrer très rapidement que quand on a une surface de Riemann, on sait que les surfaces de Riemann, on part d'une sphère et puis on fait des petits trous. On fait par exemple 2 fois 2, 2G, c'est-à-dire ici 2 fois 2 petits trous. Et puis ensuite, on recolle comme ça ce trou-là avec ce trou-là par moyen d'un cylindre, ce trou-là avec ce trou-là par moyen d'un cylindre. Et en appliquant systématiquement cette formule-là, ou à la décomposition, vous marquez que chaque fois que vous creusez un trou, vous diminuez la caractéristique de 1. Bon, donc au départ, la sphère, c'était la caractéristique 2. J'ai fait 4 trous, donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Mais chaque fois que je rajoute une anse, comme ce morceau-là, y compris son bord, a la caractéristique 0, je ne change rien. Donc, je suis parti de 2 pour la sphère, j'ai enlevé 2 fois G, c'est-à-dire 2 fois 2, il me reste moins 2, et à ce moment-là, ce que j'obtiens, c'est que j'obtiens une sphère à 2 anses, et la caractéristique de l'air Poincaré, c'est moins 2, ou plus simplement, un tore, c'est la caractéristique de l'air 0. Donc, simplement, je vous montre que sur des exemples géométriques simples, bon, ça, on pouvait faire ça au début du XXe siècle. Hein. On faisait de la topologie à la Poincaré, on faisait ça au début du XXe siècle, et en fait, on est revenu à ça. C'est assez intéressant. Et avec la bénédiction de Grothendieck, parce que groupe de Grothendieck, motif et tout ça, c'est exactement cette stratégie-là. Donc, nous ne sommes pas du tout au temps de Boole ou au temps de l'air, nous sommes vraiment au XXIe siècle et dans les choses qui se font. Et cette stratégie de construire des anneaux abstraits, bon, c'est la théorie des périodes, enfin bon, je ne vais pas intervenir là, ça m'éloigne trop de ce que je veux raconter. Bon, alors maintenant, donc on a réussi à faire ça, et Rota insiste beaucoup, justement, mais quand il l'a fait à cette époque-là, voir l'analogie entre le calcul des probabilités, les volumes et les caractéristiques de l'air Poincaré, c'était une des originalités du petit texte de Rota. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire ? Oui. Alors, j'arrive maintenant à une découverte extrêmement importante de Rota, et qui, là, c'est la fonction de Möbius-Rota. Alors, la fonction de Möbius-Rota, elle s'appelle Möbius-Rota parce que c'est une généralisation de la formule de Möbius, formule d'inversion de Möbius. Je vous rappelle que la formule d'inversion de Möbius, elle se réfère à la situation suivante. On a
On a deux fonctions, on a deux fonctions f de n et g de n. N, ça vaut 1, 2, 3, etc. Un entier strictement positif. Et on a une formule qui dit que, par exemple, si je connais f, je connais g sous la forme g de n égale la somme, une certaine somme de f de d. Et comment est-ce qu'on fait la somme? J'écris d, ça veut dire les diviseurs de n. Je prends tous les diviseurs de n, je fais la somme de f sur tous les diviseurs de n, je trouve g de n. Et il y a une formule d'inversion de Möbius qui permet de reconstruire inversement f de n au moyen de g, qui est tout à fait analogue, mais ici on met un signe mu de n sur d, g de d. Bon. Alors il y a ici une fonction qui vaut, le détail importe peu, c'est un signe, c'est 0 ou plus 1 ou moins 1, suivant les cas. Bon, alors, mais ça dépend, on voit bien que ça dépend en fait de deux entiers dn. Alors, ce que fait Rota, c'est qu'il remarque que ce qui est là-dedans, implicitement, c'est un ensemble qui est le suivant. Je pars de d, je finis à n, et entre les deux, j'insère tous les deltas qui ont la propriété qu'ils sont un multiple de d et un diviseur de n. Autrement dit, j'ai comme ça un certain diagramme où entre d et n, je place tous les gens qui sont delta est un diviseur de n et d un diviseur de delta. Bon. Et cet ensemble-là, il est lui-même ordonné parce que si j'ai delta et delta prime, je dirais que delta est plus petit que delta prime si il divise delta prime. Donc je ne mets pas tous les entiers. Autrement dit, je prends tous les nombres entre d et n et je mets des flèches suivant qu'on divise ou qu'on ne divise pas. Bon, alors ce qu'il y a, c'est que, bon, la règle, ce que Rota a remarqué, c'est que si j'introduis l'ensemble L de tous ces nombres intermédiaires entre d et n, tous ceux qui sont un diviseur de n mais qui est un multiple de d, alors il y a une relation d'ordre que je viens de dire, delta plus petit que delta prime si delta divise delta prime, et en se servant uniquement de cette relation d'ordre, on peut reconstruire la fonction mu. Alors Rota a généralisé ça de la manière suivante. Il prend un ensemble L c'est un ensemble ordonné. Quand je dis ordonné, ça veut dire partiellement ordonné. Ce qu'on appelle parfois en franglais un poset, bon. Et je le suppose fini. Et je suppose que dedans, il y a un 0 dans L et un 1 dans L. Et que comme dans les probabilités, 0 c'est le plus petit et 1 c'est le plus grand. Et puis il y a une relation qui écrit que X est plus petit que Y. Alors, ce qu'il y a, c'est que Rota, mais je vais pas prendre la définition initiale de Rota, je vais la reformuler. Rota va construire à partir de, enfin, on peut construire à partir de cette donnée un objet géométrique, un espace, qui est en fait un complexe simplicial pour les experts, et dont la caractéristique de l'air Poincaré sera justement ce que Rota appelle mu de L, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction de Möbius-Rota. Bon. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que le schéma est le suivant. Je vais prendre dans L des chaînes. Alors, une chaîne de longueur P, ça va être quelque chose comme ça, xp moins 1, plus petit que xp, égale 1. On va de 0 à 1 en montant d'étage en étage. On peut franchir plusieurs étages, on peut monter par exemple du premier au troisième, du troisième au septième, en laissant les intermédiaires en route. Bon. Voilà ce que c'est qu'une chaîne. Bon, alors il faut faire attention que ça commence par 0, ça termine par P, on dit la longueur P. Alors ce qu'il y a, c'est que l'idée est qu'on va construire un espace qui est défini de la manière suivante. Un point de l'espace, c'est une fonction f qui, à chaque point x de L, associe un nombre, je vais prendre un nombre positif, et puis je fais les conventions que f de 0 égale 0 et f de 1 égale 0 aussi. Bon, c'est pas grave. C'est juste, autrement dit, je m'intéresse pas. Je fixe les valeurs en 0 L, je m'intéresse simplement aux autres éléments que 0 et 1. Et alors c'est des valeurs positives, mais je mets une restriction. Si je considère l'ensemble des x pour lesquels f n'est pas nul, peut-être je vais mettre ici 1 et ici 1. Je considère l'ensemble des x pour lesquels f
n'est pas nul, bon, 0 et 1 est contenu dedans, et je fais l'hypothèse que c'est une chaîne au sens précédent. Donc, dans tous les points A, bon, supposons qu'il y ait bon, il y a L égale lambda possibilité, donc j'ai un vecteur à lambda coordonnées positives, dedans je sélectionne une partie qui est définie de la manière suivante, je ne parle que les vecteurs qui ont la propriété que leurs composantes non nulles correspondent à des éléments qui forment une chaîne. Oh, on peut pas. Initialement, par exemple, si j'ai, bon, je peux omettre 0, 1, si mon ensemble a ces structures-là, 0, 1, 0, 0, 1, A et B, avec, bon, ça c'est plus petit, ça c'est plus petit, ça c'est plus petit, ça c'est plus petit. Je n'ai que 2 coordonnées positives. Bon, eh bien maintenant, si je regarde, il faut que pour ce que je garde, ce sont simplement les vecteurs qui ont cette propriété que les composantes non nulles forment une chaîne. Alors là, ou bien je fais ici une valeur positive non nulle et là 0, ou l'inverse. Donc, j'ai dans ce qui était, j'ai 2 coordonnées, ça fait un plan, ça fait un quart de plan par contre, et en fait, quand je regarde de près, je ne garde que les 2 demi-droites qui limitent ce quart de plan. Donc, j'ai construit un certain espace, explicitement. Bon, mais maintenant, je peux prendre sa caractéristique de l'air point carré. Et c'est ça que je vais prendre comme invariant de Rota, ou de Möbius-Rota, de l'ensemble ordonné. Bon, alors là, on est au point de vue conceptuel, on est dans une situation extrêmement intéressante. C'est qu'on est parti d'un objet purement combinatoire, un ensemble fini avec telle et telle propriété, on lui a associé un espace. Et cette construction est typique de ce qu'on appelle les ensembles simpliciaux. C'est un exemple particulièrement intéressant d'ensemble simplicial. C'est une construction qui construit des espaces, non pas fait n'importe quel moment, mais essentiellement fait trianguler, c'est-à-dire que bon, ils sont décomposés d'une certaine manière en objets simples qui peuvent être un segment, un triangle, enfin plutôt l'intérieur et le bord d'un triangle, un tétraèdre, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les espaces triangulables. Bon, il y a des tas de variations sur ça, je ne vais pas intervenir technique, mais l'idée est toujours la même. On décompose un espace en petits morceaux qu'on contrôle bien. Et alors, bon, par les propriétés d'additivité et le fait que les morceaux sont normalisés, puisque leur caractéristique de l'air point carré, les morceaux particuliers ils ont eu 1. Et alors, il n'y a plus que l'assemblage, quand on veut calculer qui de L ou mu de L, il n'y a plus que l'assemblage qui compte. Les morceaux comptent tous pour 1, mais il y a l'assemblage. Et quand on y regarde de près, bon, ben, la formule, on retrouve exactement la formule de Rota. C'est-à-dire que si on appelle CP de L le nombre de chaînes de longueur P, ce que je veux calculer, c'est C0 moins C1 plus C2, etc. Alternativement, signe plus ou moins. Et c'est ça ou plutôt le mu que je cherche. C0, ça c'est CP, donc je fais C0, le nombre de 0 chaînes, moins le nombre de 1 chaîne, etc. Voilà. Bon. Alors, c'est ça qui est assez remarquable, c'est que, bon, ça pourrait paraître comme une généralisation assez superficielle de la situation de Möbius, loin de là. C'est qu'il y a une grande variété d'exemples qui sont tous intéressants. Et ça, c'est le deuxième aspect de la stratégie de Rota, c'est-à-dire déceler une relation, une formule, un concept général très simple, mais de voir qu'il apparaît partout. Et c'est dans toutes ces définitions de Rota, c'est pas la définition qui est importante en elle-même ou le développement logique, c'est la multiplicité des exemples et la richesse des exemples. C'est vraiment typique de sa manière. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les exemples, il y en a des quantités liées à ça, qu'on peut, on peut avoir l'ensemble en question, ça peut être une seule chaîne, on peut avoir un simplex, on peut avoir l'ensemble les ensembles booléens, c'est-à-dire on prend un ensemble fixe, fini, et toutes ses parties, avec une relation évidente que l'une est plus petite que l'autre si l'une est inclue dans l'autre. Bon, on peut faire tous ces jeux-là, calculer à chaque fois la fonction de Möbius. C'est chaque fois un exercice intéressant. Dans un certain nombre de cas, c'est un exercice très facile. Dans d'autres, c'est beaucoup plus délicat. Par exemple, il y a un ensemble particulier qui est l'ensemble de toutes les partitions d'un ensemble donné. Et bon, le calcul du mu correspondant n'est pas évident, il faut le faire. Et c'est une situation. Et en fait, si on veut bien le comprendre, il faut faire une analogie géométrique et regarder
un objet géométrique qui correspond à ça. Bon. Alors, maintenant, donc, on a typiquement toutes ces traductions. Et alors, à chaque fois, il y a une formule d'inversion qui généralise celle-là. On voit bien ce qu'il y a, c'est qu'ici, on ne fait intervenir que l'ensemble des nombres intermédiaires entre n et d pour la relation de divisibilité. Eh bien, en général, on a une formule analogue où ça, c'est la relation d'ordre d'inversion de Möbius-Rota, mais où il faut faire intervenir non pas tout l'ensemble L, mais un segment de L. C'est-à-dire qu'on se donne A plus petit que B dans L, on ne considère plus que la partie qui est entre A et B, comme ici on a pris entre N et D les diviseurs intermédiaires. Bon, alors, pour moi, je dirais que la formule d'inversion, bon, elle a son intérêt. Il y a quand même des cas assez délicats où la formule d'inversion a son intérêt. Par exemple, en calcul des probabilités, la formule de Möbius-Rota pour le treillis, on dit le treillis pour un ensemble comme ça, le treillis ou le possède, le treillis qu'est-ce que c'est que bon, donc il y a le treillis des partitions d'un ensemble N, ça joue en probabilité dans le lien entre ce qu'on appelle les moments et les cumulants d'une variable aléatoire. Les moments, bon, qu'est-ce que c'est que le moment d'ordre 10 d'une variable aléatoire? C'est la valeur moyenne de x à la puissance 10. Alors bon, quand on a deux variables indépendantes, si on veut calculer le 10e moment de x plus y, il faut faire x plus y puissance 10, il faut une formule du binôme, il faut prendre la valeur moyenne qui est linéaire, donc ça c'est pas très grave, mais ça fait une formule compliquée. Par contre, il y a une certaine expression, ça c'est la théorie des fonctions symétriques qui le donne, il y a une certaine expression qui s'appelle le cumulant et qui a la propriété que quand vous avez deux variables aléatoires indépendantes, le 10e cumulant de x plus y, c'est le 10e cumulant de x plus le 10e cumulant de y, et dès le départ des probabilités, vous connaissez ça, il y a la valeur moyenne, c'est le premier cumulant, c'est additif. Alors le deuxième moment n'est pas additif, mais si vous prenez le deuxième cumulant qui s'appelle la variance dans ce cas-là, ben pour deux variables aléatoires indépendantes, la variance de x plus y, c'est la somme des variances. Et ça se généralise. Bon, la formule générale qui permet de passer des moments au cumulant est une application de l'ensemble de la formule d'inversion de Rota-Baxter. Il y en a une un peu plus subtile que je n'ai appris que récemment, c'est qu'il y a un nouveau secteur des probabilités qui s'appelle les probabilités libres de Voiculescu, inspiré par la géométrie non commutative, tout à fait utile en géométrie non commutative. Bon, c'est une forme nouvelle d'indépendance pour des probabilités non commutatives, donc tout à fait en liaison avec la physique quantique. Et les cumulants ne marchent pas bien, il faut les remplacer par des cumulants libres qui ont été développés par Voiculescu. Et c'est aussi toute la stratégie, toute la combinatoire se lie aussi sur une formule de Rota-Baxter. Donc, vous voyez, il était parti à un moment donné des probabilités, on y revient, et il y a une très très grande richesse là-dedans. Bon, alors c'est lié ce qu'on appelle les partitions non croisées, mais enfin bon. Donc, tout pour vous dire que ça n'est pas, ici je ne suis pas en train de faire de l'archéologie, mais en fait en train de faire des mathématiques tout à fait contemporaines. Donc, Rota n'est pas mort. Alors, maintenant, bon, alors j'arrive à ce qui est proprement 10 minutes à peu près. J'arrive au matroïde. Alors, l'origine des matroïdes, c'est ce qu'on a appelé, dans ma jeunesse, on appelait ça la géométrie finie. Il y avait même un monsieur Juvet qui avait écrit un manuel de géométrie finie. C'est-à-dire qu'il s'intéressait à des situations géométriques où il y avait une figure composée d'un nombre fini, essentiellement de points de droite à deux dimensions, ou de points de droite et de plan. Bon, on peut aussi y ajouter des cercles et des sphères, en modifiant un petit peu les choses. Mais le point, c'était que on se donnait
essentiellement un ensemble fini de points et on tâchait de voir ce qu'on peut fabriquer avec cet ensemble fini de points. Alors aujourd'hui, il y a deux manières en dualité de présenter les choses. Par exemple, je vais me donner un certain nombre de points dans le plan, mais ça peut être aussi sur une droite ou sur un espace affine à 3 dimensions, etc. Alors, il y a quelques subtilités suivant qu'on considère la géométrie d'un plan vectoriel. Alors, à ce moment-là, bon, les seules figures qui vaudront, ce sont des droites qui passent par une origine fixe et qui joignent aux divers points. Ou bien la géométrie affine, où il n'y a pas d'origine, mais comme Jean Tedoux a dit, j'ai perdu mon origine en parlant des espaces affines sur l'opéra. Donc, et alors, bon, à ce moment-là, les droites, c'est des droites dans le plan ou dans l'espace, mais qui ne sont pas astreintes à passer par l'origine. Ou il y a la géométrie projective. Alors, quelle est la différence en géométrie projective? C'est que il n'y a plus de parallèle en géométrie projective. En géométrie ordinaire, affine, disons dans le plan, on sait ce que c'est que deux droites parallèles. En géométrie projective, la géométrie projective a été inventée pour faire disparaître les parallèles. C'est une des propriétés fondamentales avec la projectivité, c'est-à-dire la perspective en peinture. Mais enfin bon. Alors bon, il y a diverses variantes et il faut faire attention parce que dans chacune de ces situations, bon, je vais prendre le cas projectif, c'est peut-être le plus simple. Le cas projectif, bon, j'ai un plan projectif, disons réel. Dedans, j'ai des droites. Alors, j'ai des droites et quel est l'axiome fondamental des plans projectifs? C'est que, étant donné deux points différents, on sait ce que c'est que tracer la droite qui va du point A au point B. Donc, il y a une unique droite. Les droites sont vues comme des ensembles de points du plan. Et la droite, si on se donne A et B distincts, il y a une unique droite dont, parmi les points, il y a A et B. J'insiste là-dessus parce que pour nous, ça va tellement de soi, nous sommes tellement endoctrinés dans la théorie des ensembles, que pour nous, une géométrie, c'est un ensemble de points plus, et chaque figure géométrique est un ensemble de points. Historiquement, c'est complètement anachronique. Complètement anachronique. Ça n'a jamais été, avant le XXe siècle, ça n'a jamais été vu comme ça. Une droite, c'est pas un ensemble de points. Une droite, c'est un objet géométrique, et il y a des points, il y a des droites. Bon, il y a certains points qui sont un point peut être sur une droite, mais bon, alors comme une droite est déterminée dès qu'on connaît deux de ces points. Si on connaît tous les points de la droite, on connaît la droite, bien entendu, mais c'est un artefact. Et bon, on est tellement habitué à ça, et la physique, notre physique aussi était très influencée par ce point de vue-là. On dit, bon, l'univers de la relativité restreinte ou généralisée, c'est une variété, c'est-à-dire c'est un ensemble de points etc., avec telle et telle propriété. Et à vrai dire, bon, du point de vue physique, je suis pas tellement convaincu que ça existe. Bon, mais bon, ce serait une autre discussion. Donc, mais enfin voilà. Donc à ce moment-là, on se donne un certain nombre de points, disons un nombre fini, 10, et on trace toutes les droites qui passent par ces points, deux de ces points. Alors dans les axiomes des droites, dans le plan, il y a le suivant que deux droites disent par deux points il passe une droite, et le cas projectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallèle, c'est-à-dire que si je me donne deux droites, elles ont toujours exactement distinctes un point commun. Alors, dans le cas géométrique visuel, deux droites parallèles ont un point rejeté à l'infini, bien sûr. C'est pour ça qu'on a inventé la géométrie projective. Bon, alors ensuite, en géométrie, si on se contente de faire de la géométrie plane, il faut rajouter une condition qui est connue sous l'axiome des arcs ou des arcs et pas plus. Je ne vais pas vous faire le détail, c'est très bien expliqué dans le livre, par exemple, d'Artin, Émile Artin, Geometric Algebra. Non pas Algebraic Geometry, mais Geometric Algebra, un dessin. Bon, donc il y a ça, et il y a un axiome, bon, c'est une certaine configuration que je ne vais pas vous répéter, qui s'appelle soit l'axiome de Pappus, soit l'axiome de Desargues, une certaine configuration du nom de ceux des géomètres qui l'ont découvert au cours de l'histoire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on passe à 3 dimensions, plus, l'axiome de Desargues n'est plus nécessaire. Pappus sert aussi, mais enfin Pappus c'est spécial. Desargues ne sert à rien. Par contre, il faut ajouter un autre axiome qui est automatique dans le cas du plan, qui est le suivant. Si je me donne 3 points, et si j'ai 3 droites comme ça, A, B, C, bon, j'ai un triangle, c'est-à-dire 3 points A, B,
C et trois droites que je vais appeler par opposition grand C, grand B et grand A. Le dessin, vous le voyez. Ça, c'est évidemment, j'ai fait ça avec 3 points, je reste dans un plan. Mais si je prends maintenant une quatrième droite, et si elle coupe 2 des 3 qui sont là, elle coupe automatiquement la troisième. Pour nous, ça veut dire quoi? Que ces 3 droites définissent un plan. Quand je prends 2 points comme ça, 2 points, une nouvelle droite, elle est encore dans le plan, et des droites dans le plan se coupent toujours. Mais c'est une vague. Si on monte à plus de 2 dimensions, il faut remplacer ça par le fait que 2 droites se coupent toujours, doit être remplacé par cette action. Alors, bon, on peut une des nombreuses, c'est merveilleux, c'est que la géométrie projective, il y en a 18 ou 20 axiomatisations différentes. La plus simple, c'est celle de partir de la notion de droite. Bon, donc avec quelques conditions du genre que j'ai indiquées. Et la définition dérivée de ce qu'on va appeler variété, ou ce serait plus précis de dire variété linéaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de points qui a la propriété que dès qu'il contient 2 points A et B, il contient toute la droite passant par A et B. C'est ce qu'on vous apprend dans les cours élémentaires de géométrie. Qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est une figure telle que si on prend 2 points du plan et qu'on trace la droite qui soigée 2 points, elle est toute entière dans le plan. Bon, voilà. Alors, variété. Alors après, voilà, maintenant, on peut... Alors, les variétés, bon, elles forment un ensemble ordonné parce qu'il y en a une qui est plus petite qu'une autre, qui est contenue dans une autre. Et il y a 2 propriétés importantes pour l'additivité, c'est qu'il y a une addition et il y a une intersection et une réunion. C'est-à-dire que si je me donne 2 variétés, leur intersection est une variété, ça c'est banal. Et d'après la définition, et en plus, si je me donne 2 variétés, eh bien, je peux considérer toutes les variétés plus grandes que l'une et que l'autre à la fois, et il y en a une plus petite, qui est la réunion. C'est pas la réunion au sens 70, c'est le joint, il faut dire le joint. Bon. Alors, donc, à partir de ces notions-là, on peut construire un ensemble ordonné, partiellement ordonné, toutes les variétés dans l'espace à la dimension que vous voulez. Bon, je formule pas tous les axiomes, mais il y a une notion importante qui est celle de rang. Le rang d'une variété, Rg de V, eh bien, c'est le nombre minimum, le rang, oui, c'est ça. Le rang, c'est le nombre minimum de points qu'il faut se donner pour déterminer la variété. Par exemple, une droite est de rang 2 parce que pour déterminer une droite, il faut se donner 2 points. Un point tout seul est de rang 1 parce qu'il est donné, il est donné. Un plan est de rang 3 parce que pour déterminer un plan, il faut se donner 3 points. Bon, alors, en fait, géométriquement, le rang, c'est la dimension plus 1. Bon, il y a diverses raisons de faire cette convention. Bon, alors maintenant, il y a une propriété absolument fondamentale, c'est que si j'ai 2 variétés V et V', eh bien, le rang de V, bon, je vais l'appeler V comme ça, V', c'est-à-dire le joint de V et de V', plus le rang de V intersection V', je désigne comme ça. Alors, il y a aussi rang de V plus rang de V', et il n'y a pas égalité, mais si je prends des variétés, il y a égalité. Oui, il y a égalité. Il y a égalité, comme tout à l'heure. Mais après, ce qui va m'intéresser, c'est quelque chose... Oui, il y a toujours égalité. Bon, alors ce qui va m'intéresser, c'est la chose suivante. Je vais prendre un ensemble fini de points, et je vais considérer tout ce que je peux construire à partir de ces points et des droites. Bon, alors je joins 2 de ces points, ça fait une droite qui passe par là. Je prends 3 de ces points, ça fait un plan qui passe par là, etc., etc. Bon, alors maintenant, je vais faire une opération qui à chaque partie A, bon, mon ensemble donné de points, il s'appelle P. Chaque partie A de P, je fais correspondre ce que je vais appeler A entre crochets, c'est-à-dire la plus petite variété qui contient A. Si A a un seul point, c'est le point lui-même, si 2 points, c'est la droite, etc. Et alors, maintenant, j'appellerai rang de A, en fait, le rang de 7 au sens précédent de cette variété linéaire. Alors là, bon, quand on passe, si on veut généraliser cette formule-là, elle n'est plus vraie. Il n'y a plus qu'une inégalité, alors il ne faut pas que je me trompe, il n'y a plus qu'une inégalité comme ceci. Il n'y a plus qu'une égalité comme ceci, mais je remplace cette fois intersection et réunion. Si j'ai 2 parties A et B données dans P,
je considère le rang, c'est-à-dire le rang de la plus petite variété linéaire qui les contient, et bon, maintenant, à ce moment-là, je remplace ça par l'intersection de la réunion, et au lieu d'avoir l'additivité comme tout à l'heure, j'ai une simple sous-additivité. Alors, ce simple changement fait toute la différence. Mais d'où il provient? Il vient qu'on n'a pas pris tous les points de l'espace, on n'a pris qu'une partie des points, un nombre fini de points. Alors donc, c'est pour ça. Alors, en fait, une des axiomatiques possibles d'un matroïde, c'est quoi? C'est un ensemble A, un ensemble P, je veux dire un ensemble P, et la donnée pour toute partie A de P d'un entier, le rang, qui satisfait à cette condition et quelques conditions auxiliaires simples. Ça paraît tout bête, mais en fait, ça correspond. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le voir comme ça? C'est que je peux me permettre de considérer que le rang est non plus un nombre entier, 0, 1, 2 ou 3, mais un nombre réel, par exemple. Et la notion de capacité introduite par Choquet est exactement définie par cette inégalité-là. Et quel est le lien entre la capacité et la capacité des probabilités? C'est un théorème de Choquet, sous une forme beaucoup plus générale, donc je donne simplement la variante finie. Si j'ai une capacité sur les parties d'un ensemble P fini, bon, c'est-à-dire une fonction qui satisfait à cette condition-là, alors, à valeur positive, alors, il existe je peux trouver une loi de probabilité sur l'ensemble des parties de A, de telle manière que la capacité de l'ensemble des parties de P, la capacité de A, c'est la probabilité qu'une partie aléatoire rencontre le A fixé. Bon, c'est l'interprétation par le mouvement brownien du mouvement brownien de la capacité qui a conduit Choquet à ces considérations-là. Bon, donc, on retrouve les probabilités. Et en fait, dans le livre de Gelfand et ses collaborateurs sur les matroïdes, c'est le point de vue qu'ils prennent. Bon, alors, je passe là-dessus. Le point, c'est qu'une fois cette définition donnée, maintenant, on peut développer alors toutes sortes de notions qui sont inspirées de la géométrie. Qu'est-ce que c'est qu'une partie génératrice? C'est une partie dont le rang est égal au maximum. Qu'est-ce que c'est qu'une partie libre? C'est une partie dont le rang est plus petit possible et le rang est toujours au moins égal au nombre d'éléments de A. Et pensons en vecteur, si le rang d'un système de vecteurs, c'est-à-dire la dimension de l'espace vecteur engendré est égale au nombre de vecteurs, ça veut dire qu'ils sont linéairement indépendants. Bon, alors on peut, comme le point intéressant, c'est que au départ, Whitney, qui est le premier à avoir formulé ça, avait en tête des notions qui viennent de la théorie des graphes et il pensait au problème de coloriage en 4 couleurs. Bon, et il avait donné une traduction du problème des 4 couleurs en termes de graphes. Et donc, il y avait c'était important. Et alors, il y avait par exemple une notion de circuit qui apparaissait là, et il y a une notion d'arbre, de circuit. En fait, tout ça, on peut donner on peut prendre toutes ces notions de géométrie projective. Et si on interprète le matroïde associé à un graphe, on a toutes sortes de notions de graphes. Bon, alors je signale ça parce que Whitney, en 1938, a introduit ça pour ça. Et assez curieusement, bien que ce ne soit pas très visible, assez curieusement, dans la première édition de l'algèbre linéaire de Bourbaki, ils avaient une notion de circuit qu'ils appelaient ensemble primordial, etc. Il y avait une notion de circuit qui était directement inspirée de celle de Whitney, mais bon, ils prétendaient fonder la théorie de Galois là-dessus. Bon, c'était pas très convaincant. Mais bon, donc les éditions ultérieures de Bourbaki ont remplacé ça par une présentation plus orthodoxe, c'est-à-dire très inspirée de la présentation de Grothendieck de la théorie de Galois. Bon, alors je voulais simplement vous montrer la richesse de toutes ces notions-là. Bon, ça prendrait beaucoup de développement. Dans mon exposé au séminaire Bourbaki, j'avais exposé les résultats de Saslavsky, qui disait, par exemple, très simplement, dans une figure de ce genre, je me place dans le domaine réel. Dans le domaine réel, alors effectivement, quand j'ai 2 points sur une droite, elles coupent en 3 morceaux. Alors, il faut compter tous les morceaux. Ici, par exemple, sur chaque droite, il y a 3 morceaux. Il y a les 3 sommets, il y a 3 intervalles, il y a 7 régions, etc. Bon, on peut faire toutes sortes de choses et le compter dans telle et telle circonstance, donner des formules combinatoires qui toutes reposent sur la formule d'inversion de Möbius-Rotha. Merci bien.